à tous et à toutes. Alors, je vais vous faire une petite introduction. C'est absolument magnifique parce qu'on vous voit et en plus on voit la Tour Eiffel par reflet et l'école militaire. C'est un bel endroit. Je vais passer la parole assez vite à Jean Jouzel, que tout le monde connaît. Mais avant ça, je voulais dire quelques mots. Non, 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 je t'en prie. D'abord, que vraiment, je veux dire que, mais vous en avez tous conscience évidemment, que c'est un moment important. C'est un moment important parce que on parle, c'est pas une transition carbone, c'est pas une transition climat, c'est une véritable révolution. Vous le savez tous, donc la révolution climat, ça veut dire qu'il faut changer la façon dont on produit, les produits qu'on utilise, toutes les chaînes de valeur jusqu'au mode de consommation. Donc c'est une révolution industrielle. Et le bâtiment et la ville sont extrêmement importants puisque ça représente grosso modo, c'est variable selon les pays, les économies, mais on va dire en Europe comme en France, plus du quart des émissions directes et indirectes carbone. Donc on a collectivement dans le secteur du bâtiment, de la construction de la ville, une responsabilité qui est énorme. Ça tombe bien parce qu'on a des acteurs qui sont très engagés en France et des acteurs qui sont de taille mondiale, donc qui sont aussi capables d'emmener le marché avec eux. Et ça tombe bien aussi, mais ça Jean vous en parlera beaucoup mieux que moi, parce que on est sur un sujet, la révolution climat, pour lequel il y a un accord, un consensus scientifique mondial, un consensus sur l'indicateur qui est à suivre, qui est la tonne équivalent carbone, quantitatif en plus, même s'il n'est pas toujours facile à documenter. Et puis, il y a aussi une ambition politique, quoi qu'on en dise, globale. Donc, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas y aller. BBCA, l'association qui co-organise ce salon, se focalise sur cet indicateur, c'est notre mantra, mais c'est tout le carbone. Et j'y reviendrai dans un instant, ce salon répond à cette ambition. Alors, je voudrais dire aussi que je suis très content, vraiment ravi, parce que c'est une ambition qu'on a depuis la création de BBCA, de rassembler les acteurs de toute la chaîne de la construction et de la ville. Hein. Donc, vous allez trouver ici, sur le salon, tout ce qui a trait à l'offre, hein, qui structure l'offre, que ce soit les territoires, les promoteurs, les constructeurs. Et vous verrez que nous avons des acteurs absolument majeurs, encore une fois, qui sont capables d'emmener le marché et les marchés dans le monde entier, des acteurs comme Bouygues, Vinci, EFA, je vous les retrouverai là, mais vous en avez plein d'autres. Et vous aurez aussi les solutions techniques ici. Donc, les modes constructifs, vous verrez notamment le biosourcé, le recyclage, les services, comment s'y prendre, comment concevoir, comment gérer, comment compter, etc. Bref, et je ne vais pas m'attarder, mais vous avez à peu près 120 exposants, 3000 visiteurs attendus, 100 speakers. On a vraiment fait attention à ce qu'il y ait un programme éditorial qui soit de qualité. Et je suis désolé si parfois il y a eu un peu de bousculade parce que vous êtes 10 000 inscrits. 10 000 inscrits ce matin aux conférences. Donc, formidable. Merci. Et on espère qu'on sera à la hauteur. On est très heureux aussi parce qu'on a fait ça avec des partenaires qu'on a trouvés, qui sont parfaits pour l'organisation de ce salon. C'est une entreprise familiale qui s'appelle France Convention et je salue la famille Lecêtre qui nous accompagne dans cette aventure et vous verrez que le salon est lui-même organisé en cohérence complète avec le sujet. Hein. Bas carbone et sobriété. Il n'y a pas de moquette, vous avez vu, on marche sur du béton. Bah oui, mais c'est pas forcément inélégant et l'empreinte carbone du salon sera très bonne. Je ne vais pas être très long. Je passe tout de suite la parole à Jean. Avant ça, quand même, quelques temps forts. Vous verrez que dans ce salon, il y aura un certain nombre d'annonces. Des annonces qui sont, moi je trouve, et notamment pour l'association BBCA, vraiment des points d'accélération très forts. D'abord, vous aurez l'annonce d'un référentiel exploitation, c'est-à-dire vous saviez déjà comment on construit bas carbone, comment on rénove bas carbone, mais comment on exploite bas carbone. Ce n'est pas uniquement un sujet d'efficacité énergétique. Vous verrez aussi le lancement d'un référentiel quartier, parce qu'on a raconté beaucoup de choses sur les quartiers. Mais c'est quoi un quartier bas carbone? Comment le bâtiment s'insère dans la ville et comment on pilote une empreinte carbone de cet ensemble. Et vous verrez aussi, grande nouveauté qui s'est décidée presque au dernier moment, BBCA
commerce. BBCA Commerce, très important, lancé avec Unibail, Clépierre et donc BBCA. Donc comment là aussi toutes les infrastructures de commerce peuvent piloter leur empreinte carbone. C'est des sujets qui sont spécifiques et qu'il faut traiter de façon spécifique par rapport au reste des bâtiments. Vous aurez les trophées BBCA bien sûr, vous aurez beaucoup de signatures de livres avec des personnalités tout à fait intéressantes. Jean Jouzel fera une signature à 10h30 et Jean, je te passe tout de suite la parole. Bonjour à tous et à tous, merci Stanislas. C'était un plaisir et aussi un honneur de participer à cette cérémonie d'ouverture donc de ce salon bas carbone. Alors c'est le premier salon bas carbone. Bon, quelques mots pour planter le décor. Alors l'an dernier, j'aurais essayé de vous redire la réalité du réchauffement climatique. Je crois que ce n'est plus nécessaire. C'est très clair, le réchauffement climatique fait partie de notre vie, elle fait partie de notre été. Mais c'est une certitude, d'après bien sûr le GIEC, et une autre certitude, eh bien, c'est que ce réchauffement climatique, l'ensemble de ce réchauffement, peut être attribué à nos activités. À l'échelle planétaire, un peu plus de 1 degré est explicable entièrement par nos activités, alors que les causes naturelles de réchauffement ne peuvent expliquer qu'1 dixième de degré. Il faut bien avoir conscience de ces chiffres. Alors ce n'est pas une surprise, puisque ce que nous avons fait alors collectivement, c'est de modifier la composition de l'atmosphère, d'augmenter son effet de serre, donc cette capacité de notre atmosphère, de certains composés de notre atmosphère à piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Alors le premier, c'est la vapeur d'eau, mais on n'en modifie pas les quantités dans l'atmosphère directement. Ce n'est pas le cas pour les autres gaz à effet de serre, gaz carbonique, méthane, protoxyde d'azote. Quelques chiffres, disons pour l'an dernier. Nous avons émis, à l'échelle planétaire, 37 ou 38 milliards de tonnes de CO2 directement à partir des combustibles fossiles, 5 à 6 milliards pour la déforestation et 1 à 2 milliards pour la fabrication du ciment. Donc, on y ajoute à peu près une douzaine de milliards liés à d'équivalent CO2 liés aux autres gaz à effet de serre, méthane, protoxyde d'azote, dont une part vient du continuum agriculture-alimentation. Donc tout ça, c'est très bien documenté. Le résultat net, c'est qu'on a augmenté le chauffage, tout simplement, à peu près de 1%. Donc si vous augmentez le chauffage, ce qu'on fait régulièrement depuis maintenant en tout cas depuis la deuxième partie du XXe siècle, eh bien la réaction naturelle d'un milieu, c'est que sa température augmente. Donc c'est relativement simple. De cette chaleur supplémentaire, il n'y a que 1% utilisé dans l'atmosphère, donc l'essentiel va dans l'océan. C'est assez intéressant d'aller voir ce qui s'y passe. Et là, eh bien, l'élévation du niveau de la mer, donc elle est de 4 mm chaque année, 1 mm lié à la dilatation de l'océan, et puis l'essentiel du reste à la fonte des glaces. Et depuis une trentaine d'années, les grandes calottes glaciaires y contribuent de façon importante, l'Antarctique et le Groenland. Donc, j'insisterai pas donc sur cette réalité, plus sur quelque chose qui moi, m'a marqué, c'est que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce que notre communauté envisage depuis 50 ans. Donc, voilà, donc c'est très clair dans les différents rapports du GIEC depuis 30 ans, mais même avant. Voilà, envisage en termes de rythme de réchauffement. Ce n'est pas une année après l'autre, mais c'est une décennie après l'autre. Envisage en termes d'accélération de l'élévation du niveau de la mer, ce n'est pas une surprise. Et envisage aussi en termes d'intensification des événements extrêmes, ce que nous avons vécu, des canicules, des périodes de sécheresse plus longues, des pluies torrentielles. Tout cela, c'est vraiment très bien consigné dans les rapports successifs du GIEC. Alors ça doit quand même nous inviter à prendre au sérieux ce que cette même communauté envisage à l'horizon des 30 prochaines années et au-delà. Alors ce qu'elle envisage, eh bien, donc il faut faire des hypothèses, on a des scénarios. Dans le dernier rapport du GIEC, il y a 5 scénarios, 2 scénarios émetteurs, un scénario intermédiaire et 2 scénarios, je dirais, bas carbone, voilà. Et voilà, disons que les scénarios émetteurs sont, je reprends, je ne vais pas passer trop de temps sur les conséquences, c'est clair.
Le réchauffement climatique est une menace de façon certaine. Le réchauffement climatique est une menace pour notre humanité et la nature qui nous entoure. C'est la conclusion du groupe 2 sur les conséquences du réchauffement climatique. L'action, maintenant, c'est plus le troisième groupe. Eh bien, effectivement, si je balaye avec vous ce que je ne ferai pas, les conséquences du réchauffement climatique, on voit bien que ne rien faire n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, eh bien, c'est prendre des mesures pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique qu'ils connaîtront dans la deuxième partie de ce siècle, bien sûr au-delà aussi. Mais parlons des générations d'aujourd'hui, pas des générations futures, de ceux qui sont là. C'est ça qui est important dans un premier temps. Eh bien, l'accord de Paris insistait sur la limitation à 2 degrés. Depuis Glasgow, et en tout cas depuis le rapport 1.5, c'est plutôt 1,5 degré. Disons que pour que l'adaptation ne soit pas trop difficile, il faudrait tout faire pour que le réchauffement climatique soit limité à 1,5 degré, c'est-à-dire 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui, dans la deuxième partie de ce siècle. Donc, il y a, je dirais, vraiment une correspondance, une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire, bien sûr, pour stabiliser, c'est la neutralité carbone. Et si on veut stabiliser à 1,5 degré, eh bien, c'est une neutralité carbone en 2050 qu'il nous faut atteindre collectivement. Alors, disons, le GIEC est d'une certaine façon écouté dans les textes. 120 pays actuellement ont affiché d'une façon ou d'une autre l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050, 2060 pour la Chine, 2070 pour l'Inde. Donc, on pourrait être satisfait si on regardait simplement, disons, les textes. La réalité, c'est qu'on prend du retard. On a pris du retard et c'est vraiment, voilà, puisque nous sommes sur une trajectoire plutôt qui nous emmène vers 3 degrés. 2 fois trop, c'est très clair. Donc, nous savons d'ores et déjà qu'à horizon 2030, parce que c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à horizon 2030, eh bien, on a 2 fois trop d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce qu'il faudrait pour rester sur une trajectoire de 1 degré. Eh bien, le bâtiment est quelque chose, la construction, le bâtiment, l'urbanisme est essentiel dans cette dynamique de nécessité de neutralité carbone. Alors elle est essentielle au niveau planétaire. Je rappelle toujours un chiffre, on aura 3 milliards de plus d'habitants dans les métropoles à horizon 2050. La seule construction, disons, des logements pour ces 3 milliards de personnes, si on gardait le mode de construction d'aujourd'hui, nous amène déjà 1,5 degré supplémentaire. C'est-à-dire il suffirait de construire ces villes et nous serions déjà à 1,5 degré. Sans parler de leur fonctionnement et de toutes les autres causes d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut bien se rendre compte de ça. Donc c'est essentiel. Alors quelques chiffres aussi, je ne vais pas être trop long bien sûr, quelques chiffres peut-être plus près de nous. Voilà, moi je me suis beaucoup impliqué dans le Grenelle de l'environnement. Déjà le bâtiment, l'urbanisme était au cœur j'étais en charge avec Nicolas Stern de ce qui touche bâtiment, urbanisme, mobilité et énergie. Eh bien, quand on regarde, on avait l'ambition, effectivement, d'une contribution très forte du bâtiment. Et ça s'est fait pour le bâtiment neuf, peut-être pas suffisamment pour la rénovation. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer, disons, à l'échelle, je vais parler à l'échelle de 2030. Qu'est-ce qu'on peut espérer à l'échelle planétaire, d'abord, puisqu'il faut, voilà, on en est à 60 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Ce qu'on peut espérer, si on prenait, disons, toutes les mesures, là, pas tellement de la construction, parce qu'il n'y a pas vraiment, ça ne bouge pas assez sur les modes de construction, c'est bien ça l'intérêt. Mais disons, on arrive en regardant ce qui pourrait se faire sur les équipements, sur les bâtiments neufs, bien sûr, sur l'ancien, sur aussi, disons, la production d'énergie renouvelable, par exemple solaire sur les toits, eh bien, on peut atteindre entre 4 et 5 milliards de tonnes. Disons, entre ne rien faire et faire le maximum, on pourra arriver à 4 ou 5 milliards de tonnes gagnées d'ici 2030 sur bâtiment urbanisme. Ce sont les chiffres du dernier rapport du GIEC. Ça, c'est à l'échelle planétaire. Mais vous êtes collectivement au pied du mur pour ce qui concerne la France. Si vous allez voir la stratégie nationale bas carbone, et son ambition risque d'être relevée à la suite, évidemment, de l'ambition
disons, plus importante de l'Europe, moins 55%, eh bien, on attend de vous, collectivement, une diminution des émissions liées bâtiment et urbanisme de 53%, au moins, donc, en 2030 par rapport à 2015. Donc, vous voyez, la barre est haute, mais c'est vraiment ce qu'on attend à la fois dans la construction et bien sûr aussi dans tout ce qui touche bâtiment et urbanisme. Donc, c'est un peu ça le message, c'est-à-dire que quand on parle de planification écologique, eh bien, c'est simplement respecter les objectifs affichés, la planification. Et ça, c'est très important. Voilà, je vous invite à le faire et je crois que nous sommes là aujourd'hui tous pour effectivement voir comment faire. C'est bien sûr un préalable à l'action, mais je sais que beaucoup d'entre vous êtes déjà dans l'action. Je vous en remercie, mais voilà, il faut aller de l'avant. Merci beaucoup. Et c'est l'objectif de ce salon. Voilà, de premier salon bas carbone. Merci à vous tous. Merci Jean pour cette motivation, si on en avait besoin, mais voilà, on a conscience qu'il faut répondre. Et je voulais annoncer tout à l'heure rapidement en introduction, on va vous présenter en fait tout de suite une innovation qui est formidable, qui est le lancement d'une réflexion sur un référentiel commerce, BBCA Commerce, et j'appelle pour vous en parler plus précisément les deux sponsors fondateurs aux côtés de l'association BBCA de cette initiative, c'est-à-dire Julien Goubeau, secrétaire général de Clépierre, et Anne-Sophie Sancerre de Unibail Rodamco Westfield. Merci beaucoup à vous. Et je vous donne la parole, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Nous sommes ravis avec Clépierre de pouvoir lancer ce nouveau label du bâtiment qui est bas carbone commerce. Évidemment, on n'a pas attendu que le label se constitue ou de cette prise de conscience. Ça fait un moment qu'on l'a chez Unibail Rodamco Westfield. Notre métier, c'est de participer justement à la régénération de ces villes, de créer des lieux durables du vivre ensemble. Créer des lieux durables du vivre ensemble. C'est ambitieux. C'est ambitieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des lieux où justement on régénère des bâtiments qui sont soit obsolètes, on essaye de les rénover en les rendant plus durables, moins énergivores, en essayant de réduire de manière très conséquente nos émissions de CO2. Et on essaye évidemment aussi de les rendre accueillants, chaleureux, pour que les gens qui s'y retrouvent créent du lien social. Mêler ces deux enjeux colossaux pour que justement les gens aient envie, nos concitoyens aient envie de vivre dans ces lieux améliorés, dans ces lieux du mieux vivre ensemble. C'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. En 2016, on a lancé un programme qu'on a appelé Better Places 2030. Donc on avait déjà cet objectif à 2030 avec pour ambition de réduire de 50% nos émissions de CO2. Alors on n'en est qu'à moins 27%. Donc c'est pas encore complètement, on n'y est pas encore complètement. Il nous reste un peu de temps et j'entends l'ambition française d'aller encore plus loin et d'atteindre les moins 55%. Pourquoi c'est si important pour nous tous? C'est qu'on souhaite vraiment aller plus loin. On souhaite que tous nos bâtiments soient vraiment aux meilleurs standards environnementaux. Pour l'instant, on a comme référentiel le référentiel BREEAM. Tous nos bâtiments sont certifiés BREEAM excellent, enfin very good ou outstanding, ou excellent évidemment. Mais on souhaite aller encore plus loin et emmener avec nous toute l'industrie de l'immobilier commercial pour se transformer collectivement, que ce soit les acteurs en amont de la construction, que ce soit les acteurs lors de nos modes d'exploitation et évidemment nos commerçants. C'est très important pour nous en tant que
on va dire, très gros acteurs de cette industrie, d'être précurseurs et d'emmener toute l'industrie avec nous, de forcer en tant que client, en tant qu'exploitant, en tant que personne qui offre des lieux à vivre pour nos concitoyens, de forcer cette transition vers moins de carbone et donc moins d'émissions de CO2. Donc quand on en a discuté avec l'association BBCA, ça nous a semblé une évidence, ça nous a semblé être le meilleur partenaire évidemment pour engager cette démarche. Clépierre a eu la gentillesse de s'associer à nous aussi et on est très fiers, Unibail-Rodamco-Westfield, Clépierre et l'association BBCA de créer ce label, ce premier label du bâtiment bas carbone pour le commerce afin d'engager toute notre industrie dans cette transformation qui est si importante. Merci à tous. Merci beaucoup Anne-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Anne-Sophie a presque tout dit. Je voulais dire que le commerce méritait un label bas carbone. Les bureaux étaient déjà bien équipés, le logement également. Mais c'est vrai que le commerce, c'est plutôt le parent pauvre de la certification. Les commerces, c'est 80 millions de mètres carrés en France. Donc c'est un patrimoine colossal. Et je pense que c'est important que ce secteur soit équipé d'un label bas carbone. Donc on se félicite de cette initiative de BBCA et d'Unibail-Rodamco-Westfield à laquelle on s'associe parce que c'était important que ce secteur de l'immobilier puisse avoir son label. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que comme Unibail-Rodamco-Westfield, Clépierre est engagé dans la transition bas carbone. On vise une neutralité carbone, d'être net zéro carbone d'ici à 2030. C'est effectivement un long chemin. C'est un long chemin, mais on progresse et on a besoin de labels. On a besoin de certification pour savoir où l'on va et pour donner aussi un signal au marché, à toutes les parties prenantes que nous avançons. L'immobilier est traditionnellement un secteur très financier, donc on est très équipé en chiffres sur les rendements, sur les loyers, un peu moins sur les données extra-financières et cette logique de certification aide beaucoup à montrer les progrès qu'on fait et à montrer qu'on va atteindre cette transition bas carbone. Et puis un dernier point, Stanislas Potier en parlait en introduction, il y a la construction. Il y a la rénovation, Anne-Sophie le mentionnait, il y a ici l'exploitation, et c'est très important, puisque l'empreinte carbone associée à l'exploitation est également importante, même si dans le cycle du bâtiment, ce n'est pas forcément le plus important, mais c'est quand même important, on le regarde, puisque ces centres commerciaux comme Unibail, nous les possédons, mais nous les gérons au quotidien. Donc l'exploitation est quelque chose aussi à laquelle il faut s'attacher, et je suis sûr que ce label va nous y aider. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à vous. Et alors, on va vous relâcher, si je puis dire, pour que vous alliez visiter le salon. Vous verrez, au milieu du salon, il y a un stand BBCA. On est là pour vous accueillir quand vous le souhaitez. Encore une fois, à 10h30, dans une petite demi-heure, Jean Jouzel signera son livre. Je voulais aussi vous dire que, outre la première annonce que vous venez d'avoir, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, vous aurez aussi demain, à 16h, en partenariat avec l'ONU, on fera une intervention et on annoncera le lancement d'un label BBCA pan-européen. L'idée là est vraiment de ne pas être franchouillard. Encore une fois, c'est quelque chose à quoi on pense depuis 5 ans, qu'on avait vraiment très envie de faire. Ça arrive. C'est la première édition du salon. Il est d'ores et déjà évidemment ouvert à l'international, mais on va accentuer ça. Il faut avoir conscience, et Jean a raison de nous pousser à faire plus et plus vite, mais il faut avoir conscience que l'écosystème français est en avance. On est très en avance, y compris le régulateur d'ailleurs, parce que quand vous y pensez, la législation RE 2020 est la première au monde à avoir une ambition carbone sur l'ensemble du cycle de vie et pas uniquement efficacité énergétique, comme c'était le cas avant et comme c'est encore le cas dans beaucoup de pays, y compris européens. Donc il faut capitaliser là-dessus, capitaliser sur la dynamique de nos acteurs et la taille mondiale de certains de nos acteurs, encore une fois, pour faire bouger, pas uniquement le marché français, mais tous les marchés européens et au-delà, plus vite. Vous aurez d'ailleurs, vous avez vu que le salon est aussi sous le haut patronage du président de la République, et cet après-midi, enfin à peu près à l'heure du déjeuner,
le ministre viendra faire un tour sur le salon pour constater par lui-même la dynamique de tous les acteurs du secteur. Voilà, donc, et ça, on continuera à le faire, s'ils veulent bien, avec nos partenaires d'aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, France Convention et la famille Le 7 sont aussi très habitués à organiser des événements de taille mondiale, plutôt dans le domaine artistique, mais nous, ça nous plaît bien. Et donc, voilà, on est au début d'une aventure qu'on espère tout à fait importante et tout à fait productive. Merci à vous d'être là. Bonne visite, bons échanges. Et j'espère que vous serez édifiés par tout un tas de choses que vous ne connaissiez pas, dont vous n'aviez pas idée, et puis que vous allez rencontrer aussi des partenaires qui vont vous aider à progresser plus vite. À très vite sur le salon.